Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous allons nous intéresser dans ce numéro à une matière, l'éducation civique et morale, et pour cause. Quand vous observez les élèves, qu'ils soient du primaire, du secondaire, des étudiants, vous avez les retours qu'il y en a qui ont des comportements véritablement civiques et citoyennes et qui sont respectueux des enseignants, ils sont respectueux des camarades les uns les autres et des parents et autres. Par contre, il y en a qui sont porteurs des valeurs anticiviques qui posent réellement problème. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans leur éducation, que ce soit à la maison ou à l'école. C'est cet aspect-là qui nous intéresse au cours de cette émission et nous aurons à vous présenter les invités. Ils sont tous inspecteurs, inspectrices. Voilà, c'est les deux invités qui vont essayer avec nous d'analyser le problème et de trouver les approches de solutions. Débat thématique, c'est dans un instant. Nous allons parler d'éducation civique et morale dans cette émission et j'ai sur ce plateau deux invités, de ma droite vers ma gauche, Madame Amaï Mazalo, inspectrice de l'éducation nationale, chef d'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Lomé-Ouest. Madame, bonsoir. Bonsoir Marcel. À ma gauche, Monsieur Aflou Dodi, lui est inspecteur de l'enseignement secondaire, chargé de l'enseignement d'histoire, géo et ECM. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Bonsoir Marcel. La toute première question adressée à vous deux, est-ce que l'ECM est une matière comme les autres dans laquelle vous évaluez les élèves ou bien c'est une matière particulière? L'ECM, d'une part, est une matière tout comme les autres et une matière que nous enseignons et obligatoirement. Nous évaluons. Il y a un emploi du temps, un programme officiel, mais il y a une particularité pour cette discipline. L'enseignement de cette discipline vise la formation de l'homme et du citoyen. Et vous savez que c'est un peu complexe de former l'homme. D'une manière spécifique, cet enseignement de l'ECM fait acquérir à l'enfant de bonnes habitudes et développe chez l'enfant l'esprit de la vie communautaire, la solidarité, le sens du bien commun et fait connaître à l'enfant ses droits et ses devoirs. Et nous allons jusqu'à toucher des thématiques de l'environnement, de la citoyenneté, etc. Docteur Dodi, est-ce que l'éducation civique et morale est une matière particulière ou bien elle ressemble aux autres matières dans lesquelles vous évaluez? Oui, en dehors de ce que l'inspectrice a dit, je voudrais relever que l'enseignement de l'ECM est une matière, particulière. Elle est particulière en raison de l'objet, en raison de la finalité et en raison de la démarche pédagogique et en raison des modes d'évaluation. Et si nous prenons l'objet que cible l'enseignement de l'ECM, nous disons que l'éducation civique et morale cible principalement le socio-affectif, alors que les autres matières visent prioritairement le cognitif et le psychomoteur. La finalité, c'est d'avoir des jeunes citoyens accomplis et épanouis. Et en cela, on vise à ce que le jeune développe des sentiments d'appartenance à la cité. Sentiments d'appartenance à la cité, au pays dans lequel nous sommes. On vise aussi à ce que le jeune puisse avoir une morale qui lui permette d'être intégré à la société. La morale vise à ce que les vertus qui lui permettent d'être intégré soient suffisamment développées en lui pour qu'il soit accepté par la société, pour le bonheur de la société elle-même et pour le bonheur du jeune. Dans l'enseignement de l'ECM, la démarche pédagogique aussi est un peu particulière et les modes d'évaluation sont aussi spécifiques parce que on ne peut pas évaluer en ECM
comme on évalue dans les autres matières. Il y a eu une certaine spécificité. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez, hein, à travers, disons, toutes les explications données par nos invités, hein, que Senghor a raison quand il disait que l'éducation civique et morale n'est pas une matière comme les autres. Elle n'a d'intérêt que si ce qui est enseigné est effectivement pratiqué. Vous voyez, c'est ce que dit l'inspecteur Dodi, parce qu'on veut voir se refléter dans la vie des apprenants, des comportements, des valeurs républicaines, des valeurs citoyennes, afin qu'ils puissent participer effectivement au développement du pays. Alors, mais pour que cela soit possible, eh bien, l'enseignant ne va pas prendre n'importe quel document pour dispenser ce cours. Alors, mais sur les inspecteurs et inspectrices, est-ce que le ministère a pris toutes les dispositions? Je veux dire l'État, parce que ce n'est pas seulement au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire que cette matière est enseignée. Il y a aussi l'enseignement technique, il y a l'alphabétisation, il y a aussi l'enseignement supérieur. On espère que la prochaine fois, eh bien, on aura aussi les responsables de ces départements-là pour nous dire comment ça se passe au niveau de leur département, au niveau de l'alphabétisation, au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'enseignement technique. Mais aujourd'hui, nous sommes avec l'enseignement primaire et secondaire. Alors, est-ce que vous avez mis à la disposition de nos enseignants les documents officiels pour que ce qu'ils enseignent soit véritablement validé? Merci beaucoup. On va commencer par le primaire. Le préscolaire et le primaire, j'ai dit. Oui. Voilà, le préscolaire et le primaire. Au préscolaire et au primaire, il existe des documents officiels que nous utilisons. D'abord, le livret programme de l'enseignement du premier degré, édition 1998. En dehors de ça, nous avons le nouveau programme de CM, édition de juin 2012. Nous avons également le manuel de référence de la CEDEAO, édition 2013. Et nous saluons l'arrivée incessamment des manuels et guides du maître que le ministère va mettre à notre disposition. Souhaitez-vous confirmer? Est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est au primaire. Est-ce que c'est la même chose au niveau secondaire? C'est le même document ou bien il y a quelques légères différences? Au secondaire, nous avons également les mêmes choses, les mêmes documents. Nous avons les instructions officielles relatives à l'enseignement de l'éducation civique et morale. Nous avons aujourd'hui le programme et les progressions suivant lesquelles l'enseignement doit être fait. Nous avons le programme éducatif et nous avons le guide d'exécution qui constituent des documents essentiels pouvant aider un enseignant à bien mener, son enseignement de CM. Par rapport au manuel, pour l'instant, on n'a pas encore un document officiel, mais nous saluons des efforts qui sont faits par-ci, par-là, par certains collègues inspecteurs. Donc, tu disais que vous saluez les efforts. Oui, nous saluons les efforts des collègues, de certains collègues qui ont élaboré du contenu. Et ils l'ont élaboré à titre personnel ou bien c'est sur, disons, une commission mise en place par le ministère pour leur demander de faire ça? C'est à titre personnel, compte tenu de l'urgence. Et les programmes, il faut l'avouer, viennent d'être achevés. Et vous savez, le programme... Mais l'essentiel, c'est qu'ils se sont inspirés des documents existants. C'est ça? Ils se sont inspirés des documents quand même que l'État avait bien à la disposition de temps. Oui, il faut noter que nous sommes engagés dans le processus de réforme du programme. Et donc, les programmes qui sont adoptés, qui viennent d'être adoptés, ont dû être travaillés rapidement par certains collègues inspecteurs pour permettre à ce que les enseignants n'aillent pas dans tous les sens. Et donc, nous avons actuellement des documents que les enseignants exploitent. Et disons aussi que les ressources sont disponibles. Les ressources pour enseigner sont disponibles. Les ressources matérielles et humaines ou bien quelles ressources? Je veux parler du savoir, de la connaissance. Disons les documents, c'est vrai, ce ne sont pas des documents officiels, mais les thématiques qui sont abordées dans le programme sont déjà travaillées dans beaucoup de documents, mais pour permettre à ce que les enseignants n'aillent pas dans tous les sens, il y a un travail préliminaire qui est fait et nous osons croire que sous peu, il y aura des documents officiels qui seront, des manuels officiels qui seront mis à la disposition des enseignants. Quand vous avez pris la parole, vous avez dit que le CM se distingue des autres matières par sa méthodologie d'enseignement. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne au niveau du secondaire?
L'enseignement de l'ECM par rapport à la méthodologie, dans le programme qui est mis à la disposition des enseignants, surtout au niveau du guide d'exécution, il y a déjà les indications pédagogiques qui peuvent être exploitées facilement. Au cours des séminaires d'appropriation, des périodes de recyclage des journées pédagogiques, on travaille sur l'exploitation de ces guides d'exécution et notamment sur les indications pédagogiques, c'est-à-dire les différentes techniques qui doivent être utilisées pour enseigner la matière en classe. Donc, par rapport à ces méthodes, par rapport à ces démarches ou techniques, je crois que beaucoup de travail ont été faits à ce sujet pendant les journées d'appropriation des programmes et pendant les journées pédagogiques qui se font dans les circonscriptions pédagogiques. Alors, fidèles téléspectateurs, nous comprenons qu'au niveau du primaire, surtout, tous les documents qui sont mis à la disposition des enseignants pour dérouler cet enseignement très important, transformateur de la personnalité de l'enfant pour qu'il agisse par conscience du devoir et non pas peur des sanctions, en tout cas au niveau du préscolaire et du primaire, les documents officiels sont mis à la disposition. Maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du secondaire pour que les documents évidemment sortent très vite, mais les inspecteurs, comme il vient de le dire, ne sont pas restés les bras croisés. Voilà, et ils se battent pour que, en tout cas en s'inspirant des documents existants, ils puissent produire ce qu'il faut pour permettre aux enseignants de pouvoir dérouler ce cours. Voilà, je l'avais dit que la source d'inquiétude qui a suscité cette émission, c'est que quand vous écoutez les parents, vous écoutez le citoyen lambda, voilà, ceux-là disent que eh bien, le problème de l'enseignement d'éducation civique et morale ne leur permet pas de voir refléter dans la vie de leurs enfants eh bien, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs citoyennes et autres, du respect des parents, du respect de l'autorité. Eh bien, est-ce que vous aussi vous avez fait les mêmes constats? Je commence par la base, le préscolaire et le primaire. À cette question, je vais donner mon avis personnel. Bien sûr. Et si vous et moi sommes sortis du système éducatif et que nous nous comportions comme il le faut, et j'espère que tout enfant qui rentre dans le circuit du système éducatif du début jusqu'à la fin doit pouvoir avoir un bon profil de sortie. Un bon profil de sortie. Voilà, en termes de comportement et attitude attendue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous observons dans la vie courante des comportements égarés? La problématique est là-bas. Et qu'est-ce qui se passe, à mon avis? Je me dis que ceux qui n'ont pas traversé tout le système et entre-temps ont raccroché, n'ont pas pu être moulés selon vouloir la politique éducative. Et je pense que ces gens ne pourront pas se comporter exactement comme nous le voulons. Je me dis que leur profil de sortie n'étant pas arrivé jusqu'au bout, on peut admettre, on peut comprendre que c'est des gens qui puissent faire poser des actes un peu égarés. Et ça, c'est mon point de vue. Et je me dis également que les enseignants, d'une part, peuvent être aussi responsables parce que... Dans quelle mesure? Lorsque les indications pédagogiques liées à l'enseignement de cette discipline à respecter en totalité, nous avons des méthodologies par lesquelles nous enseignons cette matière. Si entre-temps les enseignants n'arrivent pas à respecter exactement les indications pédagogiques, nous pouvons dire que cela peut amener les enfants à ne pas s'intéresser à la discipline et donc il y aura un peu de raté. Donc, je vais également compléter que les parents, peut-être, je me dis, peuvent être responsables également de ces égarements parce que ce que nous enseignons à l'école devait être continué à la maison par les parents. Mais il s'est fait que certains parents, je dis bien certains parents, n'étant pas matures dans l'éducation de leur enfant parce que l'irresponsabilité parentale fait que certains enfants, lorsqu'ils reçoivent une éducation à l'école, du retour à la maison, c'est le contraire qui se pose. Et l'enfant ne sait plus
quoi faire. Donc, pour cela, j'invite les parents à pouvoir parler d'une même voix avec les enseignants. Et à travailler aussi étroitement avec les enseignants. Oui. Et à participer aussi aux réunions des parents d'élèves. Beaucoup de choses à faire. C'est ces réunions on peut partager certaines réponses avec eux et soulever, on leur donne l'occasion de soulever leurs préoccupations. Voilà. De nos jours, au primaire, au préscolaire, au primaire, nous travaillons toujours avec les parents. D'ailleurs, le ministère a permis que les parents participent à la vie de l'école. À la résolution des problèmes aussi de l'école. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Alors, avant que je ne me tourne vers l'inspecteur, nous avons pris une séquence d'un cours d'éducation civique et morale dans une école. On va vous permettre de vivre avec nous cette séquence de cours. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien aussi. Assis. Doudou. Un chant. Sans relâche dans mon quartier. 1, 2. Sans relâche dans mon quartier. J'entends le marteau du côtier. Le jour, la nuit, sans marteau frappé. Toujours sur la pluie, sur les frappes. Regardez l'image. Observez bien. Devant une telle situation, quelle question te poses-tu? D'abord réfléchissez individuellement, Après vous allez le faire aussi en groupe. Réfléchissez individuellement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cet accident? C'est la voiture bleue qui a causé l'accident parce qu'il a violé le feu rouge. À mon avis, c'est la voiture bleue qui a causé cet accident parce que le feu rouge s'allume, il doit cesser de rouler. À un carrefour où la circulation est commandée par des signaux lumineux, je fais attention. Au feu orange, je ralentis. Et dès que le feu rouge s'allume, je cesse complètement de rouler. Au feu vert, je continue mon chemin en gardant ma droite. Bien, monsieur l'inspecteur, comme je l'ai dit, voilà, madame l'inspectrice a donné beaucoup de raisons. C'est surtout au niveau du secondaire qu'on constate beaucoup plus des comportements déviants. Voilà, des comportements déviants de certains élèves, ce n'est pas tous bien entendu, voilà, qui affichent véritablement des comportements. On se demande, mais est-ce qu'ils avaient reçu un bon cours d'éducation civique et morale au primaire avant d'arriver au secondaire? Et qu'est-ce qui les a contaminés? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les facteurs? Est-ce que c'est les facteurs internes ou externes, voilà, qui auraient, disons, influencé ces enfants et puis ils font le contraire de ce qu'on leur demande? Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que madame a relevé beaucoup de choses qui sont essentielles. Je vais revenir sur le fait que les temps ont évolué, et le système éducatif s'adapte aux réalités. Mais malheureusement, il n'y a pas une certaine cohérence entre les réalités de maison et l'éducation que nous donnons à l'école. Donc, nous pouvons dire qu'il y a une rupture entre la maison et l'école. Voilà, il y a une rupture parce que ce que nous enseignons par rapport à l'éducation civique et morale n'est pas répété à la maison, dans certaines maisons, j'allais dire. Voilà. Donc, il se pose un problème de cohérence où, bon, ce que l'enseignant dit... ou bien de faible collaboration entre l'école et la maison. Et la maison. Et ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, il faut le noter, l'éducation civique et morale, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un enseignement comme les autres matières. Il y a des démarches, il y a des éducations pédagogiques. Lorsque
on n'enseigne pas suivant cette démarche, suivant ces indications pédagogiques, on peut échouer. Bon, mais nous notons quand même des efforts qui sont faits par les enseignants. Cependant, il y a à faire davantage. C'est ce que je peux ajouter à ce que Madame a déjà relevé. Alors, l'objectif de l'éducation civique morale, nous l'avons dit, c'est d'amener l'enfant à agir véritablement par conscience du devoir, qu'il ne fasse pas un travail par contrainte, qu'il ne respecte pas par contrainte, qu'il n'apprenne pas ses leçons par contrainte, qu'il ne fasse pas ses tâches, que ce soit domestique ou à l'école, par contrainte, etc. C'est la finalité véritablement de l'éducation civique et morale. Et maintenant, qui doit faire quoi pour que véritablement on puisse atteindre vraiment cet objectif au niveau de tous les élèves? Sachant qu'en relativisant, on sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont quand même qui ont une qualité d'écoute vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs enseignants, et ils se comportent très bien. Ça, c'est ce que nous souhaitons et c'est vers là on doit tendre. Mais s'il y a un seul qui est une mauvaise graine parmi tout le lot, eh bien, on doit voir qu'est-ce qu'il y a de faire. Est-ce que c'est les médias, parce que souvent, les gens disent que c'est les médias qui contribuent par toutes les images qu'on voit sur les portables, à la télévision, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les portables. Voilà. Est-ce que c'est tout ça qui doit faire quoi? Parce qu'il faut qu'on aille véritablement une proposition de solution pour que véritablement nos enfants qui sortent du système éducatif soient des acteurs véritablement de développement, mais un développement qualitatif. Je pense que les responsabilités sont partagées. Oui, effectivement. Nous allons d'abord parler des enseignants. Et pour vraiment atteindre l'objectif visé, chacun doit prendre ses responsabilités. J'attire l'attention des enseignants sur la conscience professionnelle. Lorsque les indications pédagogiques sont données, que les enseignants fassent un effort pour pouvoir les respecter et amener l'enfant à s'intéresser à la discipline, surtout qu'elle a une particularité. Donc, dans nos conseils d'enseignement, nous faisons l'effort déjà d'attirer l'attention des enseignants sur la méthode, les techniques pour pouvoir enseigner cette discipline et atteindre l'objectif visé. Et quant aux élèves, je voulais que les élèves soient beaucoup plus dociles pour permettre à l'enseignant de le mouler comme il se doit. Mais pour que l'élève soit docile, il faut que le parent l'y amène. Oui. Parce que si l'enfant arrive à l'école avec des clichés de non-soumission, eh bien, ça posera réellement problème. Effectivement, la responsabilité parentale est aussi en jeu. Un parent qui n'a pas encore fini son éducation et qui... Ou que c'est un parent démissionnaire aussi. Ok, démissionnaire. Ouais, qui laisse tout faire. Voilà, qui s'engage à être parent. Vous-même, vous comprenez que l'enfant qui viendra au monde aura des insuffisances, des difficultés. Donc, les parents doivent également aider les enseignants à pouvoir parler d'une même voix et qu'on puisse éduquer ensemble les apprenants, les enfants. Alors, monsieur l'inspecteur, est-ce que, en tant que personnel d'encadrement, votre travail consiste à montrer aux enseignants comment dispenser bien ce cours et les autres cours pour lesquels vous les évaluez? Ou bien vous veillez aussi à ce que la contribution aussi des parents dans la résolution des problèmes de l'école, est-ce que vous veillez véritablement aussi à ça? Pour amener l'enfant à agir par conscience de devoir, je crois que tous les acteurs sont concernés. Et nous-mêmes en priorité, parce que nous devons aider les enseignants à mieux faire. Je l'avais déjà relevé, l'enseignement de l'ECM, c'est un art contraignant parce qu'il faut former à cela. Et donc, nous devons former à la maîtrise cet art-là, nous en tant que personnel d'encadrement. Ça, c'est très important. Le deuxième niveau, c'est que l'enseignant aussi doit se sentir concerné et appliquer ce qu'on lui apprend. C'est très fondamental. Et lorsque c'est bien fait, ça peut porter des fruits. Troisième niveau, c'est les parents maintenant. Les parents, de plus en plus, sont associés
à la gestion des écoles et aux différentes assemblées générales ou même pour des questions qui concernent le comportement des apprenants, ils sont invités. Malheureusement, ils ne viennent pas tous. J'étais tout récemment dans un lycée où le proviseur a invité les parents pour des questions de retard. Il me montrait, il disait, inspecteur, regardez le nombre de parents qui sont arrivés. Sur 2500 élèves, à peine, on a eu une centaine de parents d'élèves qui étaient arrivés. Et donc, pour que l'enfant puisse agir, pas conscient du devoir, il faut que tous les acteurs s'associent. Travail en synergie. Travail en synergie. En collaboration, en complémentarité. Voilà. Parce que ce que nous disons à l'école doit être prolongé à la maison. Voilà. Nous ne disons pas que les parents ne font pas bien leur travail, mais ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Si nous nous associons, ils peuvent faire mieux. S'il y a des ratés aujourd'hui, comme vous le relevez, c'est peut-être par manque de cette cohérence, de cette collaboration qui devait exister entre les acteurs de l'éducation et les parents. Voilà ce que je voudrais ajouter. D'accord. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous ne sommes pas, en tant que, disons, journalistes en éducation, nous ne sommes pas les seuls à observer, et les enseignants, à observer les élèves dans, disons, le déroulement du cours d'éducation civique et morale. Ce qui est constaté et ce qui se dit que nous avons entendu, c'est que, c'est vrai, l'éducation civique et morale touche les 3 dimensions de l'être, le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Même si on veut que l'accent soit beaucoup plus mis sur le psychomoteur pour qu'on voit se refléter dans la vie des enfants les valeurs civiques et citoyennes et autres. Beaucoup disent que ce cours est trop théorique, il n'est pas pratique. C'est une des raisons. C'est ce que, en tout cas, les observateurs de loin, ceux qui sont de loin, eh bien, voilà ce qu'ils ont constaté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vraiment c'est ça le cas, ou bien qu'en est-il exactement? L'enseignement de l'ECM ne doit pas être un enseignement théorique. Ouais. C'est un enseignement qui doit être pratique, voilà, et déboucher sur des pratiques, sur l'apprentissage à l'extérieur de la classe. Les enseignants doivent faire, disons, des simulations. Des simulations. En classe. Justement, les techniques que nous enseignons, c'est d'utiliser, par exemple, le débat. On fait le débat, on fait des échanges, on fait des simulations, on fait des jeux de rôle. Et il faut mettre en place des activités parascolaires qui permettent à l'apprenant de mettre en œuvre ce qu'il a appris en classe. Je donne par exemple d'une nouvelle thématique que nous avons intégrée à l'ECM, c'est l'éducation à la prévention de l'extrémisme violent. Normalement, dans l'enseignement de cette nouvelle thématique, des clubs devaient se constituer pour la promotion de la non-violence dans les établissements. Vous voyez, donc l'enseignement de l'ECM ne doit en aucun cas être contenu dans les 4 murs de classe et déjà ce qui se fait en classe doit être différent de ce qui se fait pour les autres matières par rapport aux techniques d'enseignement et il faut que l'élève soit incité à initier des choses dans le cadre de cet enseignement-là pour apprendre et pour être suffisamment impliqué dans ce cours. Les téléspectateurs, avant cette émission, souhaiteraient vivement comprendre comment l'enseignement de l'éducation civique et morale est déroulé dans les salles de classe pour que ces enfants soient porteurs des valeurs civiques et citoyennes. Et ces élèves qui sont sortis, certains qui sont déjà sortis de l'école, voilà, ils sont dans la vie active. Il y en a qui sont regroupés dans une association qui s'appelle ISCOM Santé pour tous. Et ils travaillent au renforcement de capacités d'autres acteurs. Ils pilotent par exemple un projet communautaire sur les techniques de médiation, le fair play, la prévention des conflits et la lutte contre les violences basées sur les genres. On va suivre rapidement un reportage d'une de leurs activités pour montrer que, eh bien, il faut que tout le monde mette sa main à la pâte. Voilà, si on peut démultiplier ces genres d'actions à tous les niveaux, eh bien, on sera sûr que
l'éducation civique et morale eh bien, a une très grande utilité dans la cohésion sociale, tant recherchée dans ce contexte sécuritaire dans lequel le Togo et même la sous-région vit. La cohésion pacifique et le renforcement. 4 sous-thématiques ont meublé cet atelier organisé par ISCOM dans ZIO 1 et ZIO 2. Il s'agit des techniques de médiation, le fair play, la prévention des conflits et la lutte contre les violences de genre. Pour la commune ZIO 2, cette contribution de ISCOM est une grande importance dans la vie quotidienne des jeunes et des familles. Et la cohésion sociale dans nos communautés et le fair play toujours dans notre communauté et la non-violence surtout sur les gens de communauté. Parce qu'on voit qu'en moins de choses, même dans les foyers, et entre couples, en moins de choses, on se fâche. Et si l'un n'est pas arrivé à se maîtriser, ça peut apporter tellement un conflit. Et parfois, il y a dans les couples les gens qui n'arrivent pas même à se saluer pendant 6 mois, 1 année. Et les enfants aussi sont opprimés et sentent ça dans le foyer. Et si on va même dans la vie communautaire, le problème terrien est dans les communautés, dans les villages, dans nos villages, en moins de choses, les gens viennent avec des coucous, des bâtons à main armée. Donc si ces enseignements sont là, je crois que les gens peuvent prendre conscience des situations et savoir que le conflit, ça n'aboutit à rien. ISCOM, initiateur de cette formation portant sur les valeurs d'apaisement social, évoque les raisons de leur appui aux jeunes et aux communautés. Dans le cadre de cet atelier qui rentre dans la logique dans l'implémentation du projet Alliance sportive communautaire qui est financé par l'ambassade de France au Togo à travers son fonds FEF Sport. Et il faut dire que nous avons eu à travers plusieurs types de bénéficiaires. Et donc ces bénéficiaires sont composés des leaders locaux, des autorités communales et des élus locaux, également des leaders de CVD, les femmes, les personnes en situation de handicap, les jeunes de leaders d'associations, donc même les agents de force de l'ordre. Bref, tous ces leaders ont été invités afin vraiment de pouvoir, au travers de ces 2 jours-là, capitaliser beaucoup d'informations qui pourront restituer dans toutes les entités, dans les pouvoirs, dans les centres desquels ils proviennent, dans les familles desquelles ils proviennent, dans les services desquels ils proviennent, afin vraiment que notre objectif, qui est de parvenir à une cohésion dans le ZIO 1 et ZIO 2 soit atteint. ISCOM n'est pas à sa première action citoyenne dans ZIO 1 et ZIO 2. D'autres activités citoyennes favorables au vivre ensemble et à la cohésion sociale ont été menées. Vivement que... Paul Claudel disait que la jeunesse est le temps de l'héroïsme. Lorsqu'on est jeune, on est appelé à montrer de ce qu'on est capable, mais de façon positive. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet, nous comptons toucher, nous avons déjà touché plusieurs jeunes, près de 600 jeunes déjà dans les activités que nous menons. Et une activité phare, c'est le développement personnel des jeunes à travers le sport, à travers les activités d'éco-jogging, de Zumba Fitness, au cours desquelles nous discutons avec les jeunes de plusieurs thématiques liées au développement personnel. Parce qu'un jeune qui ne se connaît pas, qui ne sait pas qui il est, qui ne connaît pas les potentiels qu'il a, ne pourra pas réellement contribuer au développement de sa communauté. Donc par ce projet, nous amenons les jeunes à se connaître, à avoir une identité, à savoir que eux aussi, ils ont une part importante dans le développement de leur communauté. Et donc ce projet est bienvenu pour vraiment amener ces jeunes-là. Nous avons les jeunes extrascolaires et les jeunes scolaires. Et tous ces jeunes-là, nous les amenons à travers les activités sportives parce que nous pensons que le sport est un levier de développement. Le sport, on peut vraiment amener quelqu'un jeune à développer ses compétences. Donc ce projet se veut vraiment de travailler sur le développement des compétences de vie des jeunes à travers des activités diversifiées liées au sport. Voilà. Dans le cadre de ce projet, il était prévu d'arranger 2 terrains. Aussi bien dans le ZIO 1 que dans le ZIO 2. Ces terrains, c'est pour permettre en réalité à ces jeunes-là de pouvoir s'investir dans le sport, de pouvoir s'intéresser au sport, de pouvoir développer des capacités à travers le sport. Ces matériels étaient composés de différents types, différents jeux. Ces formations soient réinvesties
pour que la non-violence, la cohésion sociale dans ZIO 1 et ZIO 2 et au Togo soit une réalité durable. De compétences et de connaissances. Merci à cette association de jeunes, ISCOM, qui fait ce travail, en tout cas que nous trouvons bien formidable. Alors, Madame l'inspectrice, comment l'éducation civique a enseigné à votre niveau, au niveau du préscolaire et du primaire? Bon, votre collègue du secondaire a décliné quelques méthodologies. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose à votre niveau. Ok, merci beaucoup. Et je vais essayer de vous décrire une séance de cours, ne serait-ce que le canevas, pour voir comment devrait se dérouler une leçon de CM. Ok, et au premier abord, nous avons les étapes. Et la première étape que nous appelons l'imprégnation ou la mise en situation. Nous mettons les élèves en situation, comme on le dit, c'est par rapport à la thématique. Soit nous utilisons les jeux de rôle, nous utilisons les enquêtes, nous utilisons la recherche documentaire, et nous faisons également, comment on dit ça, des petits récits, des contes pour mettre en situation l'enfant. La deuxième étape consiste à laisser l'enfant à réfléchir et à analyser la situation. Et ensuite, lui-même, il prend la résolution. Lorsqu'il prend la résolution, nous le laissons lui-même. De lui-même, il va décider que c'est pas bon de voler. Donc, je ne vais plus voler. Et maintenant, nous essayons de les évaluer en les mettant en situation. On essaie de créer la scène et on va leur demander de juger. Donc, et ensuite, il y a un prolongement dans la cour de l'école, dans la rue, à la maison, dans le quartier. L'enseignant observe le comportement de l'enfant. Ça qui nous permettra d'évaluer, de voir si l'objectif est atteint ou pas. J'allais dire que ce n'est pas un cours théorique, comme certains le pensent, ou bien comme certains enseignants l'ont rendu. Peut-être que par le passé, ils avaient trouvé que le cours était théorique et maintenant avec les innovations que vous avez introduites. Depuis le commencement, ce cours n'est jamais théorique. Il faut vraiment faire des préparatifs en amont et pouvoir mettre en œuvre la fiche. Monsieur l'inspecteur, selon vous, en dehors des parents d'élèves, en dehors des enseignants, est-ce qu'il y a des facteurs externes qui tirent vers le bas tous les efforts du bon enseignement pour sortir le bon profil de citoyen tel que prévu par la législation? Merci beaucoup. Les facteurs externes, on peut en relever beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, on a l'impression que la société donne plus de valeur au matériel. Alors que dans le passé, l'enfant appartient à la communauté et on ne peut pas voir un enfant qui ne développe pas un certain nombre de valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, tout est principalement orienté sur le matériel, ce qui fait que ce que la communauté doit faire, apporter comme éducation, ça ne vient plus. Or, nous sommes menacés. Dès lors que nous pensons que tout est matériel, nous sommes menacés parce que nous pouvons avoir tout. Mais si les valeurs civiques et citoyennes ne sont pas là, nous risquons. Je veux premièrement dire que nous, les adultes, nous sommes les premiers responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'on ne montre pas de bons exemples. Parce que nous ne développons pas l'exemplarité. Nous savons que l'enfant apprend par imitation. Lorsque l'adulte ne donne pas de bons modèles, de bons exemples à l'enfant et aux jeunes, il va de soi que le jeune là, qui est plus à la maison, qui grandit dans un environnement familial, ce jeune-là risque de penser que ce qu'on lui enseigne à l'école n'est pas vrai. C'est un des facteurs. L'adulte doit être un exemple. Nous devons, par exemplarité, amener les jeunes et les enfants à adopter des valeurs que nous recherchons chez eux. On ne peut pas jeter toutes les responsabilités sur l'école.
Est-ce que nous-mêmes, nous sommes exemplaires? Est-ce que nous développons un modèle qui permet à l'enfant d'apprendre chez nous? C'est la grande question. Le deuxième problème, c'est les médias. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les parents n'arrivent pas à avoir le contrôle sur le contenu de ce que les enfants voient sur les réseaux sociaux. C'est difficile. Or, nous savons que sur les réseaux sociaux, il y a les réseaux véhiculent des contre-valeurs. Voilà, des valeurs et des contre-valeurs. Oui, des valeurs. Il y a du bon et du mauvais aussi. Ouais, oui. Donc, mais justement, je vais nuancer. Mais notons que pour attirer aujourd'hui plus de vues sur certains réseaux, il faut faire quelque chose qui n'est pas ordinaire et qui malheureusement sort des valeurs positives que nous sommes en train de prôner. Nous voyons aussi que certains programmes n'aident pas les enfants. Et ça, il faut le dire. Et les réseaux, les médias doivent développer davantage certains programmes pour pouvoir amener les jeunes, les enfants et les jeunes à se réapproprier les valeurs qui sont les nôtres. C'est ce que nous enseignons. On doit aller vers l'éducation aux médias, l'éducation aux réseaux sociaux, l'éducation en tout cas à tout ce que véhiculent les technologies. Justement. C'est cela. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas laisser de côté les masses médias. On ne peut pas laisser de côté c'est ce que nous appelons aujourd'hui les influenceurs, pour pouvoir éduquer. Tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Oui, éduquer la jeunesse avec succès. Et bon, nous ne sommes pas encore au niveau des approches de solutions, mais nous disons déjà que si nous sommes hommes publics, leaders d'opinion, nous devons savoir que nous sommes des éducateurs et adopter en conséquence des comportements que les enfants et les jeunes vont copier. Madame, nous voyons dans la société aujourd'hui un modèle de vie et nous nous interrogeons. Des garçons qui portent des boucles d'oreilles. Et ça, je vous dis que ça prend de l'ampleur. Des gens qui sont sortis de l'école et qui savent que c'est une femme qui porte boucle d'oreille, ce n'est pas un garçon qui porte boucle d'oreille. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de faire? C'est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette vie, entre guillemets, qui ne répondent pas à nos valeurs, qui sont encore dans le système éducatif, que vous puissiez attirer leur attention à l'avance avant qu'ils ne soient tentés de tomber dans ces travers de la vie. Ou bien qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut pouvoir faire? Parce que nous voulons que l'éducation civique soit pratique. Si elle est pratique, ce que nous décrivons dans la société, c'est dès maintenant que nous devons prendre les dispositions et alerter, sensibiliser, informer et prendre toutes les dispositions qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, en milieu scolaire, notre ministère a pris des dispositions pour interdire ce genre de choses. Les enfants qui viennent à l'école avec nous ne peuvent en aucun cas porter des chevelures, puisque c'est interdit. Ouais. Actuellement, le ministre mène un combat et il a fait sortir des tests pour contrôler tout ça là. Donc, en milieu scolaire, c'est pas possible. Mais le problème, c'est hors de l'école. Oui, bien sûr. Hors de l'école. Dans la communauté. Dans la communauté, il y a l'influence des réseaux sociaux. Tout à fait. Où les enfants à leur âge veulent se faire voir. Ils veulent s'affirmer. En copiant de mauvais modèles. De mauvais modèles. Et partout où ils passent, ils voudraient qu'on sache que c'est lui qui passe. Donc, maintenant, je ne sais pas comment nous allons régler le problème. Et nous tous, nous allons réfléchir pour voir. Ok, donc la balle est dans le camp de nous tous. Oui. Si vous permettez, je crois que ce que vous avez relevé là est un problème social. Non, très sérieux. C'est un problème social sur lequel nous devons réfléchir sérieusement. Parce que, en réalité, un homme ne porte pas les vêtements comme une femme. Dans notre société. Il y a beaucoup d'oreilles et autres. Alors, ça scandalise, franchement. Mais vous voyez, quand c'est des leaders d'opinion qui font la chose,
ils influencent aussi les jeunes. Exactement. Et comme je l'avais dit au départ, si la personne a fait les choses, il a de l'argent, c'est la référence. Mais je crois que nous tous, nous devons nous y engager. Mais je dis, les médias, j'interpelle encore les médias d'État, parce qu'ils véhiculent aussi les valeurs. Si ils s'engagent avec nous, nous pouvons remporter la victoire. Tout à fait. Parce qu'on a tendance à confondre les choses aujourd'hui. La tendance, c'est que certains jeunes pensent que c'est ça qui est le modèle. Mais je me dis, parfois je souris et dis, mais parfois tu regardes la personne, tu ne sais pas si elle est femme ou elle est homme. Parce qu'elle a des cheveux, elle a des boucles d'oreilles. À distance, tu ne peux pas distinguer et savoir. Récemment, j'ai demandé à un coiffeur de venir à la maison me coiffer aussi les enfants. Il vient avec boucle d'oreille. Bon, je l'ai laissé. Quand il a fini, je l'ai pris gentiment. Je dis, mon cher, tu vois, tu es un jeune que je respecte beaucoup. C'est pas pour rien que j'ai permis que tu viennes à la maison. Mais prochainement, enlève les boucles d'oreilles que tu as mis là-bas. Ça ne t'honore pas. Et moi, je ne veux pas que mes enfants voient de ces genres de modèles. Et heureusement, il a compris. La prochaine fois que je l'ai appelé, il a enlevé effectivement des boucles d'oreilles. Effectivement. Voilà. Donc, je crois que c'est une question aussi de sensibilisation. Justement. Moi aussi, j'ai eu à discuter. Parce que moi, je crois que c'est des gens qui appartiennent à des groupes de philosophie, à certains groupes de... Je ne sais pas. Mais j'ai vu des jeunes qui ont fait ces genres de cheveux. Je les ai interpellés. Dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et ils n'ont pas su donner des explications appropriées. Je leur ai dit... C'est le suivisme. Justement. C'est le suivisme. Je leur ai dit que tant qu'ils auront ces choses-là sur la tête, la respectabilité, que le citoyen, en fait, l'APDA peut leur réserver, va diminuer. Tout à fait. Et donc, effectivement, ils ont compris et ils ont enlevé, ils se sont recoiffés. Donc c'est là où j'ai compris que pour la jeunesse, c'est le suivisme. C'est ça. Nous, on doit beaucoup réfléchir pour voir à quel niveau il faut attaquer le problème. Mais nous, au niveau de l'éducation, nous n'encourageons pas ces pratiques. Notre ministre de tutelle a pris des dispositions pour que les jeunes citoyens dont nous avons la charge... Le profil de sortie, vraiment répondre à nos valeurs. Voilà, répondre à nos valeurs. C'est ça. Et c'est cela. Il y a aussi un autre phénomène qui relève aussi de l'incivisme. Voilà, des élèves qui, en récréation, surtout en récréation, ils sortent, comme il y a des cabarets autour, ils vont prendre de l'alcool, ils prennent de la drogue, etc., etc. Bon, sans oublier des actes sexuels non loin de l'école, dans la brousse et autres. Et le phénomène prend un peu de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Je crois que le ministère se livre en guerre contre ces genres de comportements aujourd'hui. C'est ça. Et avant d'aller de partir pour les congés de Noël. Congé de Noël, congé de détente aussi. Oui. Le ministre a recommandé des thèmes autour desquels nous devons faire des communications avec les apprenants avant de partir. Et donc, il était question de les sensibiliser contre l'utilisation de la drogue. Parce que la drogue vient dans l'établissement sous des formes malignes. Oui, bien sûr. Sous des formes malignes. Et ce qui fait que parfois, on ne peut pas savoir d'emblée que c'est de la drogue. Et des enfants qui ne savent pas qu'on appâte, ne savent même pas que c'est de la drogue, ils ne commencent pas à s'amuser avec ces choses-là avant de s'apercevoir qu'on est en train de les conduire sur un chemin. Donc, tout cela, le ministre s'est relevé pour que nous puissions porter l'information, sensibiliser, prémunir les élèves pour les protéger contre ces genres de comportements. C'est ça. Donc la sensibilisation se poursuit. Comme nous le disons, nous tous nous sommes engagés. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants à la maison. Et quand nous apportons l'information, ça peut avoir de l'effet. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission qui a porté sur l'enseignement de l'éducation civique et morale. Comment faire pour que les enfants aient un bon profil de sortie qui réponde à nos valeurs, afin qu'ils puissent agir par conscience du devoir et qu'il soit là une fierté pour eux-mêmes, une fierté pour le système éducatif, une fierté pour leurs parents et une fierté pour la nation. C'est vers là que nous voulons tendre, à travers l'enseignement de l'éducation civique et morale et à travers ces genres d'émissions qui portent sur l'importance des valeurs que doivent
être porteurs, nos élèves, nos apprenants, nos étudiants. Voilà, parce que là aussi, c'est un autre terrain sur lequel on voit véritablement certains étudiants, ça va mal. Alors, madame, on est pratiquement vers la fin de l'émission. Quels sont les défis, selon vous, qu'on doit relever pour nous assurer que l'éducation civique et morale contribuera effectivement à faire asseoir les valeurs que nous attendons dans la vie des enfants? Et là, vous clôturez par votre dernier mot. C'est faire la guerre aux réseaux sociaux qui intoxique notre société. Si on pouvait, je ne sais pas, réglementer un peu le contenu de ce qui afflue sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est possible. Cela peut impacter également la vie comportementale de nos enfants. Quant à nous, enseignants, je pense que nous avons encore beaucoup à faire, puisque en matière de l'éducation civique et morale, c'est une imprégnation continue jusqu'au bout du cursus scolaire. Donc je ne peux qu'encourager les enseignants à continuer le combat. Merci madame. Monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup monsieur Marcel. Parmi les défis, je crois qu'il y a la formation continue. Des enseignants. Des enseignants. La formation continue. Et c'est là le renforcement de la collaboration entre les enseignants et les parents d'élèves. Justement. Et la formation continue nous regarde, nous, personnel d'encadrement. Nous sommes interpellés. Nous devons inscrire cela dans nos agendas pour mettre l'accent sur les techniques d'enseignement de la discipline. Et les enseignants aussi doivent savoir que nous tous nous sommes concernés par les questions des valeurs. Et c'est nous qui devons transmettre ces valeurs-là. Les anciennes valeurs, les habitudes qui sont ancrées, nous devons les déconstruire et faire en sorte que nous ayons un Togo avec des citoyens de bon profil. Donc, le second niveau de défi, c'est que nous devons faire un effort de sortir des classes pour permettre aux enfants d'expérimenter, de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris en classe. Faire des sorties pédagogiques? Non, initier des activités parascolaires. Parascolaires, des clubs, des associations, et qui vont leur permettre de pouvoir expérimenter, d'être beaucoup plus impliqués. Genre ISCOM dont je viens de parler. Voilà. C'est des jeunes certains sont des étudiants, d'autres sont encore sont dans la vie active. Ils se sont regroupés et ils ont eu reçu un appui pour mener ce genre d'actions qui vont renforcer la cohésion sociale et autres, etc. Voilà. L'autre défi, c'est l'implication suffisante des différentes institutions, des ONG qui doivent appuyer les initiatives citoyennes. Si les enseignants, si les élèves prennent des initiatives comme celles que vous venez de nous présenter, il faut que les institutions les appuient, il faut que les organisations de la société civile les appuient. Il faut que des comportements civiques soient valorisés. Tout à fait. De plus en plus, il faut que nous sachions que c'est notre propre vie qui est en jeu. Si la jeunesse d'aujourd'hui ou l'enfance d'aujourd'hui n'est pas bien éduquée, nous sommes exposés. Parce que quand nous serons âgés et que nous n'aurons plus de force, c'est ceux-là qui vont nous diriger, c'est ceux-là qui vont nous conduire. S'ils n'ont pas de bonnes valeurs, comment ils peuvent s'occuper de nous? Et je voudrais aussi dire que l'autre défi, c'est le défi des influenceurs. Oui, je les interpelle. Nous avons de grands influenceurs au Togo. Il faut qu'ils inscrivent dans leur programme la sensibilisation sur nos valeurs. Les valeurs qui sont typiquement togolaises. Le respect du plus âgé, la solidarité, l'entraide, la propriété. Que ce ne soit pas des débats curieux, houleux, qui ne véhiculent pas les valeurs, mais que de plus en plus, ils se soucient de notre avenir. Les médias, c'est un défi majeur aussi. La TV est en train de jouer sa partition.
Oui, mais nous voulons qu'il en fasse davantage. Okay. Qu'il en fasse davantage et pour que, pourquoi pas inscrire, par exemple, certaines valeurs, le respect du plus âgé, comme un élément de sensibilisation, un élément de sport. Quand les gens sont assis et que le jeu arrive, c'est une idée que je donne comme ça. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on ne va pas voir un genou se lever et céder sa place au vieux? Si continuellement on voit de ces gens de spot, de propagande à la télévision, ça va contaminer. Ouais. Si on perd le respect du plus âgé, qu'est-ce que nous allons garder? C'est un exemple parmi tant d'autres. Fidèles téléspectateurs, vous qui avez pris cette émission au vol, je rappelle simplement que nous avons parlé de l'importance de l'éducation civique et morale, sa méthodologie d'enseignement, la particularité de cet enseignement. Et on est arrivé à dire que les adultes, les porteurs d'obligations, les parents, les enseignants, en ce qui concerne chacun d'entre nous, on doit être exemplaire pour que les enfants, les jeunes apprennent de bonnes habitudes et de bonnes valeurs de notre part. Ça, c'est l'exemplarité des adultes. Et les médias aussi ont été interpellés. Il faut que nous fassions l'effort, dans la mesure du possible, de vendre les valeurs positives. Voilà, pour que nos enfants apprennent aussi par les bons exemples. Au niveau des réseaux sociaux, il est question de montrer aux enfants, de montrer aux jeunes qui ont accès facile aux terminaux, voilà, aux outils techniques et technologiques, d'accéder aux informations que véhiculent ces outils techniques et technologiques, ces applications. Eh bien, il est question d'aller à l'éducation, aux médias et à la formation de ces enfants sur le bon usage des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant, comme on le dit. Voilà, parce que ces réseaux sociaux véhiculent de bonnes choses qui sont utiles, mais au même moment, il y a aussi des choses qui ne sont pas utiles, qui sapent les valeurs que nous portons. Et on termine par une interpellation à l'endroit de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, UTAP. Voilà, parce que c'est la grande fêtière qui regroupe toutes les associations des parents d'élèves du Togo. Il est important d'intégrer tous ces défis dans leur plan d'action et solliciter l'accompagnement, et d'abord des ministères sectoriels. Ce n'est pas seulement le ministère de l'enseignement primaire secondaire. Voilà, parce que quand on parle de ministère sectoriel, c'est le ministère de l'enseignement primaire secondaire, c'est le ministère de l'enseignement technique, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'action sociale, de l'alphabétisation. Tous ces ministères doivent être autour de l'UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves, pour les aider à relever et à travailler en collaboration avec les acteurs de leur ministère pour relever les défis de l'enseignement, des valeurs positives pour que nos enfants aient un bon profil. L'enfant qui a le bon profil, nous l'avons dit, c'est celui qui agit par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Si on arrive à atteindre cet objectif, eh bien, l'éducation togolaise, la nation togolaise aura gagné. C'est sur ce mot que moi je vous dis merci. Merci aussi à mes invités qui ont accepté de venir partager de très belles informations avec nous. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.